Je constate que ça tabasse ici, hein. Voilà, bon. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue. Et c'est notre troisième soutenance du jour. Avec nous, c'est l'étudiant en Master 2, Cadet. Il a deux prénoms, mais l'un des deux prénoms est très difficile. Et je préfère l'appeler Monsieur Cadet. Alors, dans ce cas-là, je serai accompagné par mes deux autres collègues, son encadreur, le docteur Jean-Michel Etienne, et le rapporteur, docteur Jude-Marie Saint-Martin. Et Cadet, tu as environ 10 minutes pour faire ta présentation. Je ne sais pas si vous me recevez correctement, comme je viens de le dire. Donc, en premier lieu, je dois vous remercier pour cette opportunité accordée à moi en vue de vous présenter le mémoire de Master 2 en économie, parcours monnaie et banque, finance et assurance. Donc, ce mémoire a été rédigé sous la supervision ou la direction de docteur Jean-Michel Etienne ainsi que à l'aide de la collaboration de Monsieur Providence et aussi docteur Providence et docteur Providence est notre responsable académique. En fait, donc, ce mémoire examine l'impact des investissements privés et publics fixes ou FBCF sur la croissance économique en Haïti pendant la période de 1980 à 2008. Une époque qui a été marquée par des changements politiques, par des crises économiques et une instabilité sociale. Et aussi, l'objectif principal est d'analyser comment les flux d'investissements fixes, qu'ils soient nationaux ou étrangers, ont contribué à la dynamisation ou à la stagnation de l'économie haïtienne au cours de ces années. Comme vous pouvez le constater, donc dans le contexte de 1980 à 2008, Haïti a connu pas mal de crises et instabilités politiques qui ont pu impacter de manière négative la croissance économique en Haïti, plus précisément la croissance du PIB réel. Et il y a l'importance de l'investissement fixe privé et public. Donc, comme a témoigné le théoricien économiste britannique John Maynard Keynes, dans son équation fondamentale macroéconomique, PIB est égal consommation plus investissement plus dépenses gouvernementales. Par hypothèse, il s'agit d'une économie fermée. Donc, je dirais que le coefficient de l'investissement est positif. Donc, c'est-à-dire que tout accroissement de l'investissement génère systématiquement de la croissance économique, selon la théorie de Keynes. Donc, nous avons une problématique dans le cadre de cette recherche. À travers cette problématique, nous avons pu poser notre question fondamentale de recherche. Quel est l'impact de l'investissement fixe ou FBCF, soit privé ou public, sur la croissance du PIB réel en Haïti? Et à travers cette question, nous avons des questions supplémentaires ou complémentaires que nous avons posées tout au long de cette recherche. Quel est l'effet de l'investissement public par rapport à l'investissement privé? Est-ce que l'investissement privé est supérieur ou a un impact plus significatif par rapport à l'investissement public? Donc, ce qu'on a qualifié d'impact comparatif entre les variables exogènes. Et maintenant, en ce qui concerne l'objectif principal, nous avons un objectif principal, c'est d'évaluer l'impact de l'investissement fixe, privé et public sur la croissance économique en Haïti. À travers cet objectif, bien sûr, on a pu quatre hypothèses. Deux hypothèses principales et deux hypothèses secondaires. L'hypothèse principale, les FBCF ou formation brute de capital fixe ou investissement fixe privé a un effet faible à cause de l'instabilité politique de la période et la manque de confiance du secteur privé des affaires. Donc, comme je viens de le dire, s'il y a une situation
d'instabilité politique dans un pays, les investisseurs étrangers ne vont pas pouvoir investir dans le pays, étant donné que dans l'économie capitaliste, l'investisseur cherche à maximiser son profit. Et la deuxième hypothèse, c'est les FBCF publics ont un effet positif et significatif malgré la situation, parce que selon la théorie de John Maynard Keynes, comme je viens de le dire, l'État doit faire son intervention pour pouvoir stabiliser l'économie. Donc l'État doit investir. Dans n'importe quelle situation, l'État doit exister. Et nous avons deux autres hypothèses secondaires. L'impact des FBCF publics sont supérieurs par rapport à l'impact des FBCF privés sur la croissance économique, ou plus précisément sur le PIB réel en Haïti. Et la dernière hypothèse secondaire que nous avons, étant donné que selon le postulat fondamental de l'économie, ceteris paribus, donc nous pouvons, il y a toujours d'autres facteurs qui influencent une étude sur une variable endogène, bien sûr. Donc, nous avons considéré la croissance démographique comme un facteur qui peut influencer positivement le PIB réel. D'où nous avons l'hypothèse 4 qui nous dit que la croissance démographique est aussi un facteur qui a un effet positif sur le PIB réel en Haïti pendant cette période donnée, bien sûr. Maintenant, la théorie de la croissance. Dans le cadre de notre recherche, nous avons considéré 6 théories. 3 théories de croissance et 3 théories d'investissement dans le but de nous guider tout au long de notre étude. Donc, la théorie de croissance de Solow, c'est une théorie qui explique que la croissance économique à long terme par l'accumulation du capital est fonction ou dépend de l'accumulation du capital, de la croissance démographique et du progrès technologique exogène. Et aussi, il y a la théorie de Paul Romer, élaborée en 1990. Romer met l'accent sur la croissance endogène. Le progrès technologique provient d'activités de recherche en développement et de l'accumulation de connaissances. C'est une théorie qui s'approche ou qui a un lien direct à la théorie de Schumpeter que nous n'avons pas considérée clairement dans le cadre de notre recherche, étant donné qu'on a déjà considéré une théorie qui est relative à la théorie de Schumpeter, qui est la théorie de Romer, élaborée en 1990. Et la dernière théorie relative à la croissance, c'est la théorie de Rostow, élaborée en 1960. Cette théorie nous explique que la croissance se déroule en 5 étapes. Société traditionnelle, conditions préalables au décollage, et il y a le décollage, ce que les Américains appellent le take-off, et après, il y a la période de maturité que l'économie va connaître, et après quoi, il y a la dernière étape de la croissance. C'est la 2 minutes. Allô? C'est la consommation de masse. 2 minutes. Et maintenant, en ce qui concerne à travers cette recherche, donc nous avons fait des comparaisons économiques entre Haïti et des pays voisins. Donc Haïti est insignifiante sur le plan économique par rapport aux pays voisins. Et nous avons fait des relations aussi comparatives et à d'autres pays de l'Afrique subsaharienne, bien sûr. Donc Haïti est encore au-dessous des seuils de croissance que nous avons considérés. Et il y a aussi notre analyse économétrique. Donc, notre méthodologie est basée sur une approche documentaire et analyse économétrique. Et les variables que nous avons considérées, c'est le PIB réel et comme Y et variable exogène. FBCF privé et l'autre variable exogène, c'est FBCF public. Et les outils d'analyse que nous avons utilisés, c'est eView et Excel. Donc, à travers cette analyse, donc voici les données que là on va voir directement. Donc, à travers cette analyse, nous avons pu élaborer l'équation de co-intégration que nous pouvons constater que le coefficient de la variable x1 est inférieur à 0. Cependant, le coefficient de la variable x2 qui est considéré
comme les FBTS publics est supérieur à 0. C'est-à-dire à un impact beaucoup plus significatif sur la croissance économique pendant cette période par rapport à l'investissement fixe privé. Donc, nous avons fait des tests économétriques, aussi nous n'avons pas eu le temps de les expliquer, et à travers cette étude, ce que nous avons comme conclusion, c'est que l'effet, il y a un effet limité des FBTF privés sur la croissance économique par rapport aux FBTF publics sur la croissance économique. Donc, nous avons fait les comparaisons à d'autres pays de la Caraïbe. Haïti est au-dessous en matière de résultats économiques. Et ce que nous avons donné comme recommandation pour pouvoir stimuler la croissance économique, ce sont en premier lieu renforcer la gouvernance et la transparence selon les théories de Douglas, et cibler les secteurs prioritaires pour accroître les FBTF, tels que agriculture, infrastructure et énergie, et favoriser les partenariats publics-privés dans le but de mieux gérer des projets qui nécessiteront des FBTF, comme les projets d'irrigation ou drainage, d'infrastructures, routes et immeubles, exploitation agricole et autres. Donc, nous avons aussi la dernière recommandation, c'est de planifier stratégiquement les investissements fixes en Haïti pour pouvoir maximiser l'effet multiplicateur pour générer la croissance économique en Haïti. Donc, en conclusion, les investissements fixes publics et privés influencent la croissance bien que pendant cette période, l'investissement public fixe a été plus significatif par rapport aux FBTF privés. Les FBTF ont un effet limité par rapport à l'instabilité et aux contraintes structurelles. Donc, ce que nous avons comme perspective, c'est que cette recherche peut aider les autorités étatiques à améliorer et orienter les investissements fixes dans des secteurs tels que le tourisme et autres en Haïti. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vais faire l'effort au moins de choisir parmi ces deux prénoms. On va dire, il y a Rups, c'est ça? Rups, Slender Rub. Hein, comment? Slender Rub. Slender. Ça s'appelle de la maltraitance, normalement. Ok, bon, c'est pas de ta faute, je comprends, c'est les parents, hein, tes parents qui ont fait ça. Donc, c'est pas grave. C'est plus simple. Donc, merci pour l'exposé et j'espère que ça, tu as bien compris que quand on fait ce genre d'exercice, l'idée c'est de mettre l'accent sur tout ce que toi-même tu as pu mobiliser afin de réaliser ce travail. C'est dans la démonstration. Et donc, c'est pourquoi tu as été un peu, et en tout cas, pressé vers la fin, hein, parce que tu as pris beaucoup de temps à parler de théorie, de je ne sais quoi, alors que tu aurais dû vraiment mettre l'accent sur les éléments fondamentaux de ton travail. Donc, merci pour l'exposé et je vais sans plus tarder passer la parole d'abord au rapporteur qui va apprécier le travail, hein, et ensuite, après le rapporteur, ce sera le tour je vais intervenir pour faire quelques remarques et à la fin, il y aura ton encadreur, ton directeur de mémoire pour te faire quelques remarques. Et ce n'est qu'après le jury, toi-même, tu vas pouvoir intervenir pour répondre aux préoccupations, aux remarques, aux questions des différents membres du jury. Docteur Saint-Martin, voilà, tu as la parole. Merci, docteur Providence. Et je profite de saluer le professeur Étienne et également donc l'étudiant, l'impétrant Slender Wibbs, Cadet, bien que je vais préférer utiliser donc monsieur Cadet, parce que comme l'a si bien dit docteur Providence, les prénoms sont un peu singuliers. Donc, je dois vous dire, monsieur Cadet, c'est un très bon travail en termes de contenu, mais je préfère donc commencer donc, mes remarques donc, par des critiques, mais des critiques constructives. Donc, je vois dans la page de couverture du manuscrit qu'on m'a livré
il y a deux formulations de sujets. J'aimerais savoir pourquoi. Donc, il y a une première formulation, impact de l'investissement fixe, privé et public sur la croissance économique en Haïti de 1980 à 2008, et une autre formulation, rôle des investissements fixes, privés et publics dans la dynamique de croissance en Haïti de 1980 à 2008. Donc, lorsque vous aurez à intervenir, donc j'aimerais savoir pourquoi donc, ces deux formulations, est-ce une erreur? En plus, donc j'aimerais savoir également pourquoi vous avez situé le sujet dans cette période. Qu'est-ce qui explique que votre sujet ne s'étend pas jusqu'à au moins 2024? Car nous pouvons remarquer d'après les rapports donc, de la Banque mondiale, après le CIS jusqu'en 2018, et surtout avant les émeutes du carburant, il y avait une certaine stabilité macroéconomique. Et à partir de 2018, on voit que l'économie est tombée en régression. Donc, je pense que ces deux tranches de la période pourraient enrichir donc, votre cadre d'analyse. Et durant la période, particulièrement après le CIS, de 2012 à 2018, l'investissement privé, donc en particulier l'IDE, l'investissement direct étranger, avait augmenté en Haïti. Je pense que la considération de cette tranche de période serait intéressante pour pouvoir saisir le poids de l'investissement privé, particulièrement les IDE, dans la croissance économique en Haïti. Sur le plan de la forme, dans l'introduction, je pense qu'il ne faut pas mettre des graphes. Il faut essayer de faire plus de narratifs de préférence. Également, la façon dont vous avez fait le résumé, ou du moins de la méthodologie dans l'introduction, n'est pas correcte. Il faut donc utiliser normalement des paragraphes au lieu de traduire certains contenus dans des bullet points ou des formules. Donc, je pense qu'il faut essayer de faire beaucoup plus de narratifs en ce sens. Ensuite, vous n'avez pas annoncé les différentes composantes de votre travail dans l'introduction. Donc, il faut ajouter donc, ces éléments. En d'autres termes, il faut essayer de reformuler l'introduction générale en respectant le modèle de présentation d'une introduction générale. Par exemple, présentation du contexte, le résumé de la révision de littérature, et qu'à combler par rapport à cette révision, votre question de départ doit être claire, l'hypothèse, justificatif de l'hypothèse, objectif, méthodologie et présentation du code du travail. Beaucoup d'éléments se trouvent déjà dans votre texte, mais ne sont pas bien organisés. Donc, il faut essayer de bien structurer votre introduction générale. Le travail également est très déséquilibré. Par exemple, le chapitre 1 comporte 8 pages, les chapitres 2, 6 pages, le chapitre 2, 6 pages, le chapitre 3, 11 pages, le chapitre 4, 6 pages et le chapitre 5, 26 pages. Un chapitre comporte 8 sections, par exemple, et les autres, respectivement, 1, 2, 3 sections. Donc, il faut corriger cela. Je pense qu'il y a également trop de chapitres dans votre travail. Donc, il y a 5 chapitres. Essayez de réduire les chapitres en fusionnant certains d'entre eux. D'ailleurs, il y a certains concepts qui ont des rapports. Donc, vous pouvez fusionner donc, vos chapitres et cela vous permet d'équilibrer donc, un peu donc, votre travail. Ensuite, beaucoup de paragraphes ne sont pas référencés. Par exemple, à la page 25, vous avez avancé que selon une étude de la Banque mondiale, l'investissement privé en Haïti est freiné par un environnement des affaires peu favorable, caractérisé par des procédures complexes et un manque de protection des droits de propriété. Mais ce paragraphe n'est pas référencé. Ensuite, à la page 26, vous avez avancé l'économiste haïtien Enomi Germain souligne que pour réussir, Haïti doit réformer ses institutions et créer un environnement propice aux affaires. Quelle est la source de référence? Donc, je ne vois pas. Par ailleurs, je dois avouer que vous avez fait un très grand effort pour bien présenter la bibliographie. Ensuite, vous avez fait montre d'une bonne maîtrise au niveau de la méthodologie des outils de statistiques explicatives. C'est pour vous dire que j'apprécie bien votre modèle économétrique. Donc, votre modèle, à mon avis, est bien spécifié. Par ailleurs, essayez d'exploiter les données de statistiques descriptives.
Par exemple, il faut une présentation à travers un tableau croisé du volume d'investissement public et privé en milliards de gouttes et le PIB haïtien en milliards de gouttes également pour la période considérée. Donc, vous avez beaucoup de données, mais il faut faire ressortir des tableaux de statistiques descriptives qui peuvent nous permettre de mieux comprendre votre cadre d'analyse explicative. Sur le plan esthétique, il faut aussi mieux présenter les tableaux, peut-être les mettre dans l'annexe, parce que esthétiquement, les tableaux ne sont pas donc bien présentés. Ensuite, il est vrai que vous avez analysé les données statistiques, car vous avez la possibilité de bien vérifier vos hypothèses de recherche. Vous avez bien vérifié, il est vrai, vos hypothèses de recherche, mais il faut approfondir votre analyse à partir de la littérature que vous avez mobilisée. Donc, il faut une interprétation de vos résultats à partir des données de votre cadre théorique. Donc, et votre 5e chapitre manque ce cadre d'interprétation des résultats à partir de la littérature et socio-économique mobilisée. Sur ce, donc, je vais finir pour aider les participants, puisque, à mon avis, c'est un très bon travail en termes de contenu. Je veux que vous faites encore un bref résumé de votre intérêt de recherche, de vos résultats de recherche, et les interpréter à partir de la littérature que vous avez mobilisée portant sur les rapports entre les facteurs de production et la croissance économique en Haïti. Donc, merci, Monsieur le Président, et j'attends les réactions donc, de l'impétrant. Merci, Jude, pour ces remarques. Et je ne vois pas M. Cadet noter quoi que ce soit. Je n'ai pas l'impression qu'il est en train il est comme les autres, hein, comme le grand public. Il écoute et puis ça ne lui dit rien. On dirait qu'il n'aura pas à répondre à tout ce que les membres du jury signalent comme élément à améliorer dans son travail. Ce n'est pas une attitude à avoir. J'espère, entre-temps, que tu notes des choses. Oui, Cadet? Tu es en train de noter? Oui, je n'ai pas eu cette impression, mais bon, c'est pas grave. Alors, avant de passer la parole à votre directeur, et je dois dire clairement que tout ce que le rapporteur a dit, je les partage entièrement. Mais je vais quand même mettre l'accent sur quelques éléments, hein, parce que l'exercice en question vise à aider l'étudiant à améliorer, peaufiner son travail par la suite. Parce qu'un travail qui ne respecte pas nos normes académiques ne sera pas accepté, hein, en dépôt final, et donc l'étudiant n'aura pas droit à son parchemin de diplôme. Donc, il faut bien comprendre que cet exercice fait partie de l'apprentissage et que tu auras, Cadet, à vraiment corriger sous, bien entendu, le contrôle strict de ton directeur de mémoire. Alors, Cadet, il y a des éléments basiques. Moi, ça m'a vraiment fait beaucoup de peine. Et pourtant, voilà, quand on présente, que ce soit la bibliographie, on présente la liste des abréviations, etc., on dit toujours il y a des règles simples. Ça doit être classé par ordre alphabétique. C'est terrible de voir que toi-même, tu ne respectes pas, hein, ces normes. Hein, c'est dommage. Par exemple, dans ta bibliographie, tu présentes, je ne sais pas, Yvon avant André. Je ne comprends pas. D'accord? Donc, je t'invite vraiment à prendre du recul, à aussi prendre en compte les règles de l'art. Hein? Donc, dans notre document, le Canva, hein, le document de structuration de mémoire de l'IGS, qui dit clairement comment les choses doivent être vraiment articulées, structurées. Donc, je t'invite à faire ça sur le plan de la forme, vraiment, à revoir vraiment le texte. Notamment, hein, c'est un peu partout, quand on a parlé de la bibliographie, mais on aurait pu parler des références de manière globale. Hein? Tu t'amuses à citer les auteurs, tu prends des idées et tu ne donnes pas la source, c'est interdit.
on aurait pu t'accuser de plagiat, hein, parce que tu n'as pas donné tes sources. Donc, je t'invite vraiment à faire ça. Je t'invite aussi à prendre du recul ou te faire lire par quelqu'un d'autre, parce que quand même, tu as des phrases, tu as vraiment un petit souci de syntaxe, hein, tu as des phrases assez, en tout cas, tellement longues qui, on a du mal à voir vraiment, à comprendre vraiment l'idée que toi-même tu veux faire passer à travers ces phrases. Donc, je t'inviterai vraiment à faire une relecture ou à demander à quelqu'un d'autre, hein, de lire. Généralement, on conseille aux étudiants d'imprimer le document parce que quand on travaille depuis l'ordinateur, des fois la faute est sous nos yeux, on ne la voit pas. Hein, alors que quand on prend du recul, on a ce contact physique avec le document, le papier en main, ça nous aide aussi à mieux voir les erreurs. D'accord? Donc, je t'invite à faire aussi attention à ces choses-là. Donc, ça rend vraiment ton style rédactionnel, c'est un style très lourd, hein, et très lourd à cause de tes phrases trop longues. Vous voyez? Donc, ça rend très, très compliqué la lecture en tout cas, ça ne nous permet pas d'apprécier vraiment le travail. Donc, tu as intérêt à améliorer ces éléments-là. Toujours sur le plan de la forme, le docteur Sematé a parlé des tableaux, des graphiques. Et moi, je trouve que tu as surtout ton dernier chapitre qui fait 26 pages, hein, et c'est terrible. Des fois, on dirait que tu as mis les choses, hein, sans vraiment les analyser en lien à ce que toi-même, au niveau théorique, tu as voulu démontrer. Et ça dérange. C'est vrai c'est très intéressant le côté empirique, hein, la tentative, en tout cas, d'analyse économétrique, mais il faut toujours faire le lien parce que il faut voir comment est-ce que de la théorie, tu passes au niveau empirique et inversement. Donc, je t'invite à faire attention. Chez nous, c'est le style APA, on le dit, on le répète tout le temps. Ce n'est pas autre chose. Donc, merci de prendre en compte partout dans le document les règles imposées par l'IUS. Au niveau du fond maintenant, j'ai quelques remarques. C'est juste encore une fois pour te permettre d'améliorer le travail. D'abord, au niveau du fond, on peut voir que tu as très bien fait de mobiliser un ensemble de théories, oui, hein? Mais c'est de manière compilatoire. C'est comme si tu les mets, voilà, sans vraiment prendre du recul par rapport à ces théories-là, afin de te positionner, de positionner ton travail. Il n'est pas question de dire selon X, selon Y, etc., sans démontrer au final ce que toi-même tu veux vraiment prouver à travers cette mobilisation. D'accord? Donc, ça manque. C'est ce côté critique, hein, on va dire recul par rapport à ces théories. Donc, je t'inviterai. Heureusement, c'est là, mais il te suffit de vraiment marquer ton positionnement par rapport à ces œuvres, hein, qui sont mobilisées. Même si je trouve que ces théories, et alors moi, mes travaux s'inscrivent globalement dans une perspective critique et territoriale. Moi, ça m'a fait beaucoup de peine de voir que tu mobilises des théories assez anciennes que moi-même, j'arrive dans mes travaux à démonter, à déconstruire. Par exemple, aujourd'hui, surtout dans le cas d'Haïti, on ne peut pas se contenter de ce qu'aurait dit Rostov, que ce qu'aurait dit Keynes, mais il faut voir les choix des dirigeants. C'est-à-dire, il y a des mauvais choix de politique publique qui auraient conduit à telle ou telle situation. Donc, ce côté plus, en tout cas, trop docile me gêne un peu dans le travail en mobilisant ces théories, puisqu'il y a la théorie d'incompatibilité des choix publics, hein, qui aurait pu
démontrer clairement pourquoi est-ce que Haïti se trouve dans cette situation. Parce que quand on dit investissement direct étranger, et on crée les conditions, un cadre idéal pour que ces investisseurs-là viennent. Parce que si on se met à faire n'importe quoi, il y a de l'instabilité, il y a de l'insécurité, il faut du foncier, rien n'est sécurisé, eh bien, l'investisseur, il ne vient pas. Et c'est rien de plus normal. En France, aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe. On s'inquiète, le marché commence à vraiment se comporter bizarrement. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'il y a vraiment une instabilité. Hein? Donc, ça veut dire qu'il faut mettre en confiance les gens pour s'assurer de l'investissement. On ne peut pas décréter que tout le monde vienne, voilà, investir et que ça va être le cas. Attention. Donc, moi, je ne te dis pas d'intégrer cette théorie dans ton analyse, mais quand même, pour les théories qui sont déjà mobilisées, il faut prendre un peu de recul pour contextualiser, montrer comment en Haïti, hein, quand Rostov parlait du take-off comme théorie, en quoi ça aurait du sens pour Haïti. Parce qu'on ne peut pas non plus prendre la théorie et l'appliquer telle qu'elle est. Une théorie est une représentation simplifiée d'une réalité. Donc, la réalité est toujours bien plus complexe, surtout le cas d'Haïti. Autre élément sur le plan du fond, rapidement, c'est de t'inviter encore une fois à toujours faire, même à la fin, après ton analyse, faire un petit débat théorique, hein, sur tout ce que tu as analysé. Moi, j'aime bien ton analyse, c'est vrai, mais comment positionner ton travail, et c'est là ma question, je m'arrêterai là, comment positionner ton travail sur le plan à la fois théorique et opérationnel par rapport à tout ce que toi-même tu as voulu démontrer. Qu'est-ce que ton travail, au final, te permet d'apporter à la connaissance? Quelle est ta contribution? D'accord? J'aimerais bien t'écouter sur cette petite question, même si les remarques sont de nature à t'aider à vraiment améliorer ton travail. Voilà. Monsieur le directeur de mémoire, tu as la parole. J'espère que Cadet, il a bien noté, il pourra répondre aux différentes préoccupations du jury. Oui, cher Jean-Michel. Parfait. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Parfait. Tout d'abord, je remercie Monsieur Cadet pour son document ainsi que pour sa présentation. Merci Christophe et merci Jude-Marie pour vos remarques et vos différents commentaires. Avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vraiment poser un cadre qui est assez bienveillant, dans le sens où on fait, on va dire, notre job de scientifique qui n'ont pas d'émotion. C'est-à-dire, il n'y a que les arguments scientifiques qui priment. À trop entendre de critiques, on va dire, sur votre travail, on aurait pu penser que votre travail est médiocre. Eh bien, moi, je dirais non. Je dirais non et je vais vous dire pourquoi. Parce que dans un premier temps, votre travail s'attaque à une question qui est essentielle pour l'économie haïtienne, qui est tout simplement la contribution différenciée de l'investissement public et l'investissement privé à la croissance sur une longue période de 1980 à 2008. Après, comment, on va dire, quelle boîte à outils que vous allez utiliser pour mener à bien, on va dire, cette recherche-là, ça c'est autre chose. On y reviendra plus tard. Pour l'instant, j'essaie d'évaluer, on va dire, la pertinence de votre problématique et quel est le positionnement théorique de votre travail. OK? Pour moi, ce choix, il est particulièrement pertinent puisqu'il permet de revisiter, on va dire, un enjeu central de développement économique en contexte de fragilité institutionnelle et de mettre en évidence, bien entendu, des contrastes que la littérature aborde rarement avec autant de précision. Je ne vais pas redire les différentes critiques
qu'on vous a fait sur la structure de votre revue de la littérature. Évidemment, quand vous faites une revue de littérature, il y a des standards académiques, on va dire, à avoir. C'est-à-dire, quand vous faites votre revue de littérature, donc la revue de la littérature ne doit pas être une sorte de liste, on va dire, à l'après-vert, où vous empilez, on va dire, les articles. Il faut confronter les idées. Ça, c'est pas grave. Mais il faut placer aussi, on va dire, votre recherche à un niveau c'est un niveau de master. Parce que le degré d'exigence qu'on va vous demander pour un degré de master et le degré d'exigence qu'on va vous demander pour, on va dire, un travail de recherche scientifique, hein, c'est-à-dire tout ce qui est un doctorat, ce ne sera pas le même. Cela étant dit, cela ne signifie pas pour autant qu'il faut bâcler cette revue de littérature. Cette revue de littérature doit être là pour dire, voilà, voilà l'existant, voilà les autres nombres, d'accord, voilà ma contribution, on va dire, à cette problématique-là. C'est pour ça que généralement, la première chose à faire dans une recherche, c'est une revue de littérature critique. Je ne vais pas revenir sur les problèmes, on va dire, de référence bibliographique, de la façon dont vous citez. Je ne vais pas revenir là-dessus. Vous avez suffisamment entendu. Je vais revenir sur l'aspect méthodologie. Et pour avoir eu, on va dire, des échanges avec vous, ce qui m'a vraiment chagriné quand j'ai vu votre mémoire, c'est que vous n'avez pas pris en compte les remarques que vous avez faites. Et Dieu sait, vous aviez eu vraiment une boîte à outils, on va dire, pertinente, vous permettant de, comment dire, de revenir sur, de mener à bien votre travail. Vous avez vraiment mobilisé des outils économétriques qui sont certes exigeants pour un travail de Master 2. Vous avez utilisé des tests de stationnarité, l'analyse de co-intégration de Johansen, l'estimation de modèles à correction d'erreurs, qui est le bon outil à utiliser. Pourquoi? Ça vous permet tout simplement de voir les relations de long terme, les relations de court terme. C'est-à-dire, vous avez une relation d'équilibre. Dès lors que je suis hors équilibre, eh bien, comment je fais pour atteindre cet équilibre-là? Et là, c'est ce type de modèle-là qu'il faut utiliser. C'est ce que vous avez utilisé. Là où je vous reprends, c'est vos interprétations. Vos interprétations, je vous avais déjà fait la remarque, mais il faut que je le dise devant les membres du jury pour que tout le monde puisse vous noter en votre âme et conscience. Je vous ai fait un document beaucoup plus complet par rapport à tout ce que je vais vous dire. Si vous souhaitez plus tard améliorer la qualité scientifique de votre travail, je peux le partager avec vous, qui vous montre, étape par étape, comment mettre en place votre méthodologie. Parce que la façon dont vous avez appliqué la méthodologie n'est pas la bonne. Et ça montre quelque chose, c'est que vous utilisez des outils, mais vous le maîtrisez mal. Comme par exemple les tests de stationnarité, vos interprétations sont fausses. Comme les conditions d'application du modèle à correction d'erreur, vos interprétations sont fausses puisque les conditions ne sont pas respectées. Qu'est-ce qui en découle? Vos conclusions sont fausses. D'accord? Cela étant dit, malgré, on va dire, ces résultats affolants, vous avez quand même dégagé des réponses. Si, on va dire, la méthodologie était correctement appliquée, aurait été cohérent avec les attentes théoriques, à savoir l'investissement public exerce un effet positif et significatif sur la croissance, tandis que l'investissement privé, freiné par des contraintes, on va dire, structurelles, institutionnelles persistantes, présente un effet faible, parfois même négatif. Vous voyez, c'est ça, on va dire, qu'on retrouve généralement dans la littérature. C'est ce que vous avez dit dans votre document. Mais comme votre méthodologie
n'a pas très bien été appliqué. Je ne sais pas. D'accord? Je ne sais pas. Et ce que je salue également dans votre mémoire, c'est votre effort de contextualisation. D'accord? Car, toujours, hein, eu égard à... c'est comme, en fait, le chat, en fait, qui retombe sur ses pattes. C'est-à-dire, vous lancez le chat, on va dire, les pattes en l'air, et ben, le chat, il retombe sur ses quatre pattes. Et ben, vous êtes pile poil dans le cas. Parce que cet effort de contextualisation vous a permis, en fait, de relier, comment dire, vos résultats aux réalités politiques, institutionnelles et sociales du pays. C'est-à-dire cette capacité à replacer, on va dire, l'analyse chiffrée, d'accord, hein, c'est ça, vous mesurez l'économie, dans le vécu national, et ça constitue, pour moi, une force de votre, comment dire, de votre mémoire. De mon point de vue, hein, le plus gros point noir de votre mémoire, c'est la méthodologie. Vous n'avez pas respecté la méthodologie. Je vous ai même envoyé mes documents de cours. Mes documents de cours. Et non. Non. Voilà. Je n'ai pas d'autre chose, on va dire, à dire. Je préfère saluer vraiment, comment dire, votre problématique et son positionnement théorique, ainsi que la façon dont vous avez tiré vos conclusions, même si à partir d'une méthodologie qui a été mal adaptée. Mais ce qui est louable, c'est quoi? Dites-vous bien tous les outils que vous avez mobilisés pour cette problématique-là. Et pour quelqu'un à M2, c'est énorme. C'est énorme parce que vous avez voulu faire trop. Mais la méthodologie, elle est fausse. Voilà. Donc, je ne dirai pas d'autre chose, c'est mon dernier mot. En tout cas, je vous remercie pour votre présentation. Merci. Alors, je laisse le temps à Cadet de réagir, même si il faut vraiment bien comprendre, hein, il y a des outils qui sont très, on va dire, très pertinents, hein, dans des contextes, dans le contexte occidental, là où il y a une manière de prendre des décisions, là où il y a, en tout cas, il y a des institutions qui sont là, il y a un fonctionnement. Mais dans le cas d'Haïti, c'est là où il faut vraiment peut-être, en répondant à nos préoccupations, de montrer qu'il y a un contexte haïtien qui oblige de reconsidérer, donc de prendre du recul par rapport à cette boîte à outils. Hein? Donc voilà, on t'écoute, Cadet. En fait, je vous remercie pour vos commentaires relatifs à ce travail de recherche. Donc, j'ai noté tous vos conseils et aussi, je vous promets que je vais faire les corrections nécessaires le plus vite possible aussi. Et en ce qui concerne les questions que vous m'avez posées, en premier lieu, monsieur Martin a demandé un résumé pourquoi j'ai considéré cette période de recherche. En premier lieu, c'est que il y a... Allô? Excuse-moi, Cadet, on dirait que tu utilises un casque. En tout cas, on ne t'entend pas trop bien. Est-ce que tu peux l'enlever ou est-ce qu'il y a... Okay. Oui, maintenant, c'est correct? Maintenant. Oui, vas-y. Ok, oui. En fait, je viens de vous dire que je vous remercie pour vos conseils et je vais, étant donné que j'ai déjà noté, je vais porter les corrections de manière succincte. Je vais faire les corrections le plus vite possible. Et en ce qui concerne les questions que vous m'avez posées, donc monsieur Martin a demandé pourquoi j'ai choisi cette période. Donc, pour cette question, donc,
j'ai choisi cette période de 1980 à 2008. Elle couvre près de 3 décennies. Donc, c'est-à-dire, il y a 3 réalités économiques qui sont différentes. Et aussi, ces périodes-là ont été marquées par des changements économiques, politiques, institutionnels importants en Haïti. Et je pense que elle permet d'analyser l'impact de l'investissement privé et public sur la croissance en tenant compte de la période de crise qu'Haïti a connue avant la période tout au long de la période de déroulement du pouvoir des Duvalier et aussi après la période, à savoir 1987, et après la période, ou dans la période de troubles qu'Haïti a connue de 2004. Et aussi, ce qui nous pousse le plus à choisir cette période, c'est qu'il y a un manque de données. Il y a un manque de données au niveau de après 2010, de 2010 à 2025, à 2024, bien sûr. Donc, on ne peut pas trouver vraiment de données. Donc, on ne peut pas trouver vraiment de données. Donc, pour pouvoir pallier à cette situation, donc, j'ai dû choisir une période qui nous faciliterait la tâche pour pouvoir trouver des données pour faire des analyses économétriques, bien sûr. Et en deuxième lieu, la deuxième question, c'était cela avait rapport à la liaison de mes théories, des théories que j'ai citées dans le travail et le travail. Donc, vous pouvez constater que dans mon travail de recherche, à la page 16, donc, j'ai cité des théories, des étapes de croissance de hauteur, donc je peux considérer ces théories. Donc, après chaque théorie que j'ai citée, donc j'ai fait une liaison entre la théorie et la réalité économique en Haïti. Donc, on peut considérer la théorie des étapes de croissance de hauteur. Donc, cette théorie est élaborée dans un contexte occidental certes, mais c'est aussi un cadre analytique intéressant pour comprendre les blocages structurels du développement économique en Haïti. Donc, comme je viens de le dire, donc je l'ai cité dans la page 16, donc si l'on tente d'appliquer ce modèle au cas haïtien, on constate que à travers la réalité économique en Haïti, on constate que le pays semble rester prisonnier entre deux. C'est-à-dire, entre la société traditionnellement qui par une forte dépendance à l'agriculture de subsistance, un faible niveau de productivité et des structures socio-économiques rigides et les conditions préalables au décollage. Donc, on peut dire que on a cité la théorie de Rousseau, non seulement on a cité la théorie de Rousseau, et on a fait une liaison avec la réalité économique en Haïti. Donc, on dirait que la situation ou la réalité économique en Haïti est coincée entre ces deux étapes, celle que la société traditionnelle et les conditions préalables au décollage. Étant donné que notre économie n'a pas pu décoller depuis des décennies, tout ça. Donc, j'ai cité les théories et aussi j'ai contextualisé dans le contexte haïtien. Excuse-moi. Écoute, ce qu'on te dit, d'ailleurs, ce sont des théories très anciennes. Tu es dans les années 60, très très anciennes. Et même ces théories, surtout la théorie de Rostov, il y a des grandes critiques de cette théorie. Donc, tu ne peux pas te mettre à dire, oui, ou comme Rostov avait dit, Haïti se trouve entre ça et ça. Non, ça ne s'appelle pas prendre du recul. Donc, on t'invite vraiment à revoir, à revisiter cette théorie parce que d'ailleurs, Rostov n'a jamais pu utiliser des données chiffrées pour démontrer la véracité de sa théorie. Donc, c'est l'une des grandes critiques de la théorie de Rostov. Mais comment tu peux dire, parce que Rostov avait dit telle société et que Haïti se trouve entre les deux, ça ne tient pas. Il faut vraiment prendre du recul pour avancer et je t'inviterai à ne pas croire que en une phrase, on va dire Rostov a dit ça et donc Haïti est là et ça suffit rendre la théorie vraiment appliquée, en tout cas en Haïti. Attention. Oui, donc, c'est important de faire ça.
Est-ce que je peux Oui, 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 tout à fait. comment dire, compléter les propos de Christophe? Monsieur Cadet, ce que vous devez comprendre, c'est quoi? C'est, Christophe l'a dit, euh, un modèle, donc c'est-à-dire une théorie, est valable dans le cadre de ces hypothèses. Et les hypothèses, toutes les hypothèses sont là pour être testées. Dans le cas d'Haïti, posez-vous la question, est-ce que ces hypothèses-là sont valides ou pas? Dès lors qu'il existe une hypothèse, on va dire, qui n'est pas valide, eh ben, le modèle ne tient pas la route. C'est aussi simple que ça. C'est ce Oui. qu'en fait, vous devez comprendre. C'est tout. Et surtout, il y a des avancées théoriques. Par exemple, ce n'est pas seulement un seul facteur, ou du moins deux facteurs, qui expliquent la croissance économique. Ah. Il y a la théorie de la croissance endogène et les théories de l'économie territoriale. Qu'il faut. Excusez-moi, j'ai mentionné dans le cadre de mon travail, j'ai aussi mentionné la théorie de la croissance endogène. Oui, oui. Donc, mais dans votre modèle, donc je ne vois pas vraiment les facteurs donc, de cette théorie, Oui. par exemple le capital humain. Vous avez pris un seul facteur neutre qui est le facteur démographique, mais à mon avis, c'est insuffisant. Donc, c'est comme si vous retournez dans les idées premières donc, de l'économie. Donc, c'est seulement un seul facteur de production donc, qui explique donc, les... Alors, Cadet, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut retenir, c'est que toutes ces remarques, c'est pour t'aider à peaufiner le travail. On ne te demande pas de nous dire, voilà. On ne te demande pas de nous dire, voilà, voilà, non. On te demande de prendre du recul sous le contrôle strict de ton directeur pour au moins approfondir la réflexion et prendre du recul par rapport à cette théorie. D'accord? On ne te demande pas de nous fournir l'analyse tout de suite, mais on te dit de reprendre en perspective tout ce qu'on a dit pour améliorer ton travail. Voilà. D'accord. Oui, en dernier lieu, c'est que monsieur Dr. Jean-Michel Etienne a mentionné, c'est que je n'ai pas considéré les documents ou bien je n'ai pas fait les analyses, bien sûr, selon les documents. Donc, c'est que j'avais fait la dernière correction, j'avais fait les corrections. Donc, je ne sais pas si vous avez la dernière version du travail, mais j'avais fait les corrections en ce qui concerne les analyses et les interprétations des tests de la ministère, bien sûr. Donc, dans le cas, je peux considérer que pour les tests de la unitaire, au niveau de la variable endogène, donc j'ai dit que le test ADF augmentait du sur le test, donc j'ai fait l'interprétation de la même façon que j'ai dit dans le document que vous m'avez envoyé. Donc, je vais vous dire. Monsieur Cadet, Voilà, oui. Je ne vais pas revenir sur des détails techniques. Je ne vais pas vous demander, comment dire, de projeter votre PDF sur lequel il y a un document eViews. Et non, je ne vais pas revenir là-dessus parce que c'est vraiment un détail technique sur lequel je vous ai déjà repris. Si je m'étale là-dessus, ce ne serait pas en votre faveur. Donc, je préfère ne pas revenir là-dessus. Et ce n'est pas le but de l'exercice. On est d'accord. Il faut comprendre, Cadet, que tu es là, tu es toujours dans ce processus d'apprentissage et qu'il faut prendre note. Il faut, par la suite, rentrer en contact avec ton directeur qui va te faire un petit point pour vraiment clarifier les choses pour toi. D'accord? Donc, Monsieur Cadet, voilà. Monsieur Cadet, je vais mettre à votre... J'ai déjà un rapport assez détaillé sur essentiellement tous les points sur la revue de la littérature sur lesquels les membres du jury vous ont repris. Donc, j'ai détaillé tout ça. Je vais partager ce document-là avec vous. Dans l'éventualité où vous voudriez
améliorer la qualité scientifique de votre mémoire, vous pouvez vous en inspirer. Et je vous propose mon aide pour la partie méthodologique. Parce que à ce niveau-là, la partie méthodologique, ça passe pas. Oui. Bon, Okay. Oui. OK, donc pour la dernière question, est-ce que tu peux répondre? Si quelqu'un, le commun des mortels, te demande qu'est-ce que toi-même tu as pu apporter comme contribution, tu dirais quoi? Ce serait quoi pour toi? Donc, selon ce travail de recherche, donc, je dirais que ce que j'ai pu apporter, c'est une compréhension beaucoup plus de l'investissement privé et public selon les définitions que j'ai dans le travail de recherche. Et aussi, quels sont les secteurs. Donc, selon ce travail de recherche, j'ai dû considérer les secteurs qui enfin, auraient un effet significatif sur la croissance économique en Haïti. Donc, les secteurs dans lesquels on pourrait investir en actifs immobilisés ou FBCF, bien sûr, pour pouvoir stimuler la croissance économique en Haïti, tel que le secteur touristique, étant donné que dans le secteur touristique, c'est un secteur qui nécessite beaucoup d'investissements en FBCF, bien sûr, et ainsi que le secteur de l'agriculture aussi, qui a besoin d'un investissement vraiment considérable dans la machinerie pour pouvoir maximiser le profit dans ce secteur-là. Donc, en résumé, je dirais qu'à travers ce travail de recherche, j'ai dû prouver et j'ai dû mentionner dans le travail de recherche que les secteurs prioritaires pour la croissance économique en Haïti, ce sont le secteur touristique, le secteur de l'agriculture et aussi le secteur de la technologie, qui joue un rôle crucial dans l'évolution de la croissance économique. Bon, alors, je ne sais pas, donc j'accorde une minute à chaque collègue. Si vous avez un élément à rappeler ou à ajouter, je ne sais pas. Je commence par Étienne. Moi, personnellement, j'ai pas d'autres, comment dire, je vais pas trop charger la barque. Donc, je souhaite renouveler mon offre de proposition. C'est celle qui consiste vraiment à vous accompagner dans la rédaction de la partie méthodologie. Voilà. Et je vais vous envoyer le rapport une fois qu'on aura terminé. Et je vous laisse le choix de me répondre ou de ne pas me répondre. Non, mais au fait, il n'a pas le choix, hein, parce que tant qu'il ne dépose pas le document validé déjà par toi, il doit donner une autorisation de dépôt final. Sans ça, il n'aura pas droit à son parchemin de diplôme. Alors, j'explique ça, c'est pour l'assistance, pour que tout le monde, puisqu'il y a des invités qui ne connaissent pas le fonctionnement de l'IUS. Donc, c'est un exercice qui fait partie de ce dispositif pédagogique d'encadrement et d'accompagnement des étudiants. Et ça permet à l'étudiant de voir dans la vraie vie, en tout cas dans la vie universitaire, scientifique, académique, comment ça se passe réellement. Donc, voilà pourquoi on a vraiment beaucoup de... on ne laisse rien passer, vraiment rien passer, mais ça ne veut pas dire que parce que si le travail n'était pas soutenable ou ne répondait pas à un minimum, eh ben, il ne serait pas en train de le défendre en ce moment. Donc voilà, il doit obligatoirement prendre en compte les remarques, corriger son texte avant de déposer ce dernier pour vraiment avoir droit à son parchemin de diplôme. Docteur Saint-Martin, en une minute. Monsieur Cadet, donc, je dois vous dire que vous avez fait le gros du travail.
Tous les éléments théoriques et méthodologiques sont là, mais il faut penser à des corrections également et à interpréter intelligemment surtout les théories. Et donc, je pense que vous allez donc déposer un très bon mémoire. Donc, je tiens à vous féliciter pour votre effort, donc pour la littérature théorique mobilisée, également la tentative de modéliser. Donc, c'est bien, mais il faut prendre en compte donc, les considérations de votre directeur de mémoire. D'ailleurs, il a proposé donc, sa collaboration, donc il faut en exploiter. Voilà. Merci. Alors, Cadet, tu as 1 minute maximum. Qu'est-ce que tu nous dirais? Donc, en dernier lieu, je vous remercie pour vos collaborations, bien sûr, pour vos conseils. Étant donné que je suis une personne qui tient à apprendre davantage, donc je vais faire en sorte de rester en contact direct avec le monsieur, le docteur Jean-Michel Etienne, notre accompagnateur, dans le but d'améliorer la méthodologie et aussi je vais rester en contact direct avec monsieur docteur Providence dans le but d'améliorer le travail et ensuite déposer le document final pour pouvoir, pour l'obtention du diplôme et aussi continuer le chemin. Donc, merci à vous. Donc, j'ai noté vos conseils et je vous promets que je vais porter les corrections. Merci beaucoup. Voilà. Ah oui, Jean-Michel? C'est juste un dernier conseil parce que le travail qui reste à faire, il est quand même conséquent. Et je cherche vraiment à vous donner une sorte de feuille de route vous permettant de franchir les choses étape par étape. Un conseil que je vous donne, la première chose à faire, c'est faire la demande de la transcription écrite à l'administration de cette conversation-là. Vous l'écoutez et vous entendez tout ce qu'on vous a reproché, vous les notez. Déjà, ça vous donne une feuille de route, vous savez pertinemment ce que vous devez améliorer. Et tu as tellement raison, Jean-Michel, c'est un document public, parce que soutenance publique, c'est un document qui sera disponible. Alors, voilà. Je parle de l'enregistrement sur le site, on a un espace sur YouTube, eh ben, il pourra accéder autant de fois qu'il le souhaite. D'accord? Donc, il y aura l'enregistrement, c'est à toi de revenir justement pour vraiment réécouter les remarques et en plus, tu auras une note de ton directeur pour t'accompagner. Voilà. Merci. Encore une fois, si vous ne savez pas comment répondre à une question, je peux vous aider dans la structuration de la réponse. Parce qu'on ne répond pas comme on parle. Très bien. Voilà, on a tout dit et merci encore à Cadet et merci à mes collègues Jean-Michel, Jude-Marie, et ainsi s'achève cette soutenance. On va passer à une quatrième, c'est non-stop. Alors, bon, je vous remercie. Moi, c'était ma dernière séquence. Voilà. Et je vous souhaite bonne continuation. Merci, vos chers, merci. Et puis bon, de toute façon, il y aura les travaux après. Donc, on pourra en discuter puisqu'il y aura des publications. On verra bien. Pas de souci. D'accord? Okay. Voilà. Bonne soirée, je sais. Merci encore. Bonne continuation. Je vous en prie. Toi. Voilà. Bye. Au revoir. OK. Alors, donc, on va arrêter, voilà, l'enregistrement.